Ok, alors là la luminosité elle s'est stabilisée, mais là ce que je filme là c'est après tout le tournage de la vidéo. Petit trigger warning, la luminosité est absolument dégueulasse dans cette vidéo parce que ça change en fait, parce que je sais pas, les nuages ils font leur carnaval là. Je suis vraiment désolée mais j'ai trop la flemme de retourner parce que j'ai mis tout mon cœur dans ma vidéo, j'ai pas envie de retourner, ça ferait moins naturel. Mais j'espère vraiment que vous allez passer un super bon moment avec cette vidéo parce que c'est une vidéo qui me tient très à cœur, du coup en joie. Voilà. Hey, j'ai essayé de changer de cadre, mais ça va peut-être mal se passer parce qu'en gros vous êtes sur mon fauteuil, sur une pile de livres, sur mon ordi pour servir de support. Si tout s'écroule, et bah je perds mon ordi, je perds mon portable, je perds tout. J'ai peur, mais je voulais changer de cadre parce que le sujet de cette vidéo va m'exciter comme pas possible. Du coup je voulais être libre de tous mes mouvements. Je suis trop contente de tourner cette vidéo parce que c'est la vidéo dont j'ai le plus hâte de tourner chaque année, enfin cette année, enfin bref, depuis que j'ai ma chaîne, du coup un an, voilà. Il s'agit de la continuité du bilan 2022. C'est un top que j'ai jamais vu sur Booktube, alors que c'est un thème, un sujet qui m'intéresse énormément. Il s'agit de mon top 2022, de mes relations préférées dans les romans. En fait, je marche en fonction des personnages. Mon appréciation d'un roman dépend à 70, 80, 90% des personnages, de mon attachement pour les personnages. Si je suis une histoire qui est super palpitante, qui objectivement est super bien écrite et tout, mais que j'ai pas forcément d'intérêt ou d'attachement pour les personnages, il y aura moins de chances que ce soit un coup de cœur qu'un livre où je suis hyper attachée aux personnages. Et même si l'histoire est super banale, super simpliste, j'aime trop, je passe un super bon moment, je peux les suivre au bout de la terre, même s'il se passe rien, même s'ils sont juste en train de cueillir des champignons. Du coup c'est un top qui me tient très à cœur parce qu'on va présenter mes enfants, les relations qui m'ont bouleversée, qui m'ont fait chialer, qui m'ont attendri. J'espère qu'en même temps ça vous donnera envie de lire ces livres. Et désolée pour la luminosité dégueulasse aussi, tant pis. On commence à la 11e position parce que voilà, j'ai pas réussi à faire un choix pour le top 10, du coup j'ai triché, je me suis dit bon, un top 11. J'ai mis l'équipage de l'héliotrope dans Steam Sailors de E.S. Green. Ici c'est un récit de pirate où t'as l'héroïne Prudence qui va être kidnappée sur un bateau, un navire de pirates. Waouh, la lumière, oh je suis désolée. Je suis désolée pour la lumière, ça a sûrement changé et tout. Bref, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce sont des pirates qui sont immoraux. En fait, c'est des vrais pirates, genre ils pillent, ils tuent des gens et tout. C'était des personnages moralement gris, mais tu t'attachais à leur ambiance, à leur loyauté l'un envers l'autre, à leur cohésion, à leur humour, parce qu'ils sont super drôles et tout. Du coup, c'est super rafraîchissant. Prudence, du coup, elle va s'intégrer dedans, elle va se faire une place en tant qu'infirmière. Et c'était trop mignon parce que c'est un peu comme leur petite sœur, notamment avec Prudence et Gareth. Gareth qui est l'astronome. Ça se dit ou pas? Je sais plus. Non, le mécanicien, je crois. Je sais plus. Je suis désolée. J'ai adoré leur relation parce que Gareth, c'est vraiment le grand frère par excellence, hyper attentionné, hyper soucieux d'elle et tout. Et c'était juste trop mignon. Et puis il y avait aussi un mec qui était plus grincheux, mais lui aussi c'était un grand frère. Et puis bref, c'était trop mignon. Bon, on va dire que la lumière qui change, c'est un peu la métaphore des myriades d'émotions qui m'ont envahi grâce à ces personnages-là. Ok, d'accord. Peut-être promis, j'essaierai d'acheter. Comment ça s'appelle? C'est les rings lumière là, les light rings, les ring light, les ring light, je sais plus. Bref, pour améliorer tout ça. En 9e position, j'ai mis Joe et alors Emma, je crois. Je déteste la romance en général, je trouve que ça porte pas grand chose, que c'est lourd et que c'est trop forcé. J'ai l'impression que parfois les gens ils mettent de la romance parce que ils se disent que c'est un ingrédient indispensable pour qu'une histoire soit complète, pour que les personnages s'épanouissent véritablement, alors que moi je suis pas d'accord. Et dedans par contre, du coup c'est une romance FF. Ça se dit ou pas? C'est une romance lesbienne. C'était super bien fait parce que moi en fait on m'avait pas prévenu que ce serait ce genre de romance là. Du coup je m'attendais à rien au niveau de la romance. Enfin si, je pensais que ce serait une romance hétéro comme d'habitude quoi. J'ai pu suivre le slow burn qui s'installait entre les deux filles. Il y avait un côté imprévisible, genre je sentais la tension, la chimie qui se développait entre elles, mais en même temps j'étais pas sûre. Et en fait moi c'est ce côté imprévisible qui me manque dans les romances, parce qu'en général je trouve que c'est assez prévisible de savoir qui va finir avec qui. Et là du coup c'était naturel,
c'était bien développé, j'ai eu le temps de m'attacher à leur dynamique, je trouvais qu'elles se complétaient bien. C'est vraiment un truc qui m'a tenu en haleine, enfin vous pouvez voir aussi dans mon vlog de Celle qui demande le soleil, parce que tu vois à chaque fois je suis en mode il y a un truc entre elles, non, genre je suis pas en train d'imaginer des trucs et tout, et alors que oui en fait il y a tout le monde qui sait qu'il va se passer quelque chose entre elles, mais moi j'étais trop bête. Et surtout ce qui rajoute du charme, c'est l'issue assez pragmatique de ce couple. C'était ce que je recherchais et du coup j'étais trop content, j'étais ok let's go et tout. Du coup j'ai trop hâte de voir leur issue, leur dénouement dans le tome 2. Voilà, j'ai quand même ma petite idée parce que vu l'ambiance du livre tu te dis ouais bon voilà, mais voilà j'ai trop hâte. En 9ème position, j'ai mis un duo de ce roman là, c'est un roman d'Anne Mei, du coup de la fiction chinoise sur une romance MM, The Scum Villain Self-Saving System, que j'appelle par SVSSS parce que trop la flemme. Alors c'est pas la romance principale qui m'a touchée, bien au contraire, c'est absolument dégueulasse. C'est une amitié, une bromance entre ce personnage Shen Qingqiu et ce personnage là, Liu Qingge. Liu Qingge c'était mon crush, voilà, c'est un de mes crushs de 2022, bref. Du coup c'est entre lui qui est un drama queen et lui qui est un gros grumpy grincheux. C'est un peu compliqué, mais de base ils étaient ennemis, mais après ils vont apprendre à devenir amis. Et en fait moi ce que j'adore avec l'attitude de celui-là, Liu Qingge, c'est qu'il est très bourru, il est très grincheux, très violent, très agressif et tout, et du coup il montre son affection comme ça, sa sollicitude comme ça, tu vois. Mais c'est pas toxique, il est juste maladroit, il est juste asocial, très asocial, mais tu sens quand même sa sollicitude envers celui-là, genre il le protège, il se bat pour lui. Je trouve même que s'il devait y avoir une romance, ce serait entre lui et lui, parce que la romance principale elle est complètement pétée, enfin bref je le développerai dans mon top de mes déceptions. C'était trop drôle, c'était trop attendrissant vraiment. En 8ème position, je voulais mettre le groupe d'amis de Georgia dans Loveless. Georgia, c'est une fille qui va se découvrir comme Arrow Ace, du coup qui n'a pas d'intérêt particulier avec les relations amoureuses, avec les relations sexuelles, et du coup elle va prendre de plus en plus conscience de la valeur de l'amitié dans sa vie. Ça invite les gens à prendre du recul pour considérer les relations amicales qu'elles ont déjà, au lieu de toujours poursuivre une quête romantique en mode ouais c'est grâce à ça que je vais accéder au bonheur absolu. Il y a plusieurs aspects que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'introversion de Georgia, parce que du coup Georgia c'est quelqu'un de très introverti, et en fait la façon dont elle décrivait l'amitié, ça me faisait tellement fondre, et j'étais en mode ouais c'est ça le goal pour atteindre le bonheur social en quelque sorte. C'est par exemple de trouver des gens avec qui t'es à l'aise même quand ça parle pas, dans un silence de plénitude. T'es pas là en mode ouais je m'ennuie, ou alors je suis en train de faire chier l'autre, il est en train de s'ennuyer avec moi. Non, c'est juste vous passez du temps ensemble et ça vaut tout aussi bien que si vous étiez en train de vous parler. Georgia c'est quelqu'un qui était prête à tout pour ses potes, genre à un moment il y a des disputes et pour se réconcilier elle fait des trucs, ça m'a fait chialer, c'était juste trop mignon. À la fin il y a des déclarations d'amour entre Georgia et sa coloc, et c'est une amitié auquel je m'attendais pas forcément à voir à quel point c'était puissante en fait, et même que ça montrait que c'était encore plus important, que c'est encore plus aidé l'une des deux personnes que la romance en elle-même. Et je trouvais que c'était assez particulier parce qu'à chaque fois on est en mode ouais la romance je sais pas ça va te guérir ou je sais pas quoi. Déjà non, il y a aucune relation qui peut vraiment te guérir, tu peux guérir que par toi-même, mais là c'était juste tellement puissant. Il y avait du coup des déclarations d'amour au niveau amical qui m'a fait chialer. J'étais en mode waouh, c'est limite la première fois que je lis ce genre de choses en amitié, et du coup c'était absolument magnifique. En 7ème position, j'ai mis Grandir un peu de Julien Rampin, parce que dans ce livre, il y a une relation entre une grand-mère et son petit-fils, Raymond et Lucas. Ce genre de relation familiale où t'as la figure parentale qui est bourrue, tu vois, qui est un peu grincheuse, qui est un peu exubérante, mais qui prodigue à l'enfant, enfin là bon, l'enfant il a 30 ans, il a 20 ans, un truc comme ça, qui prodigue un amour tellement subtil et très naturel. Lucas, il est gay et il a de très fortes tensions avec son propre père, du coup ils se sont rejetés, se sont négligés. Il va trouver un cocon d'acceptation chez Raymond, chez sa grand-mère. Il y a des moments où Raymond, elle lui offre son soutien, mais de façon très naturelle, à travers des gestes, à travers des mots simples, tu vois, un peu tournés en humour pour montrer à Lucas que c'est normal qu'il soit accepté, parce que il est tout à fait normal et tout. Je sais pas comment dire, mais c'était juste rempli de bienveillance, et ça en faisait pas trop, mais c'était les gestes qui comptaient le plus.
et ça m'a foudroyée. Vraiment c'est le genre de truc qui m'émeut. Et c'était magnifique. Je pleurais à la plage, j'en pouvais plus. C'était En 6ème position, j'ai mis Will et Violette de Dark Rise. Will et Violette qui sont ces deux-là. C'est des cartes de tarot qui étaient pour la précommande. Est-ce que vous voyez? Ils sont trop beaux, ils sont trop mignons. On m'avait vendu ce roman comme une romance MM. Oui, tu sens il y aura une romance MM, mais ça sera surtout dans le tome 2. Ici, la relation principale, c'était, je trouvais, l'amitié entre Will et Violette, qui sont des jeunes qui vont se retrouver dans un environnement assez étranger à eux, où ils se sentent un peu marginalisés. Ils vont se soutenir. Alors déjà, leur rencontre, elle est assez particulière. Ça se fait dans des conditions, genre, je me suis directement attachée à eux. J'ai adoré cette relation, tout simplement parce qu'elle était tellement pure et tellement précieuse. J'ai adoré comment ça se développait. Genre, au début, il y avait une certaine maladresse parce que tous les deux ils ont toujours été seuls en quelque sorte, ils ont jamais vraiment eu d'amis, du coup ils savaient pas trop comment se comporter l'un vers l'autre. Genre je me rappelle que c'était Violette je crois qui elle savait pas trop comment montrer sa reconnaissance envers Will face à son soutien et tout, du coup elle lui donnait un petit coup sur l'épaule ou tu sais de façon maladroite et c'était trop mignon. Et bref c'était juste j'adore quand c'est tout maladroit mais que c'est sincère, mais que voilà ils étaient pas tout, c'est juste trop pur. Et surtout ils développent de plus en plus une confiance, une loyauté l'un envers l'autre. Il y avait une scène à la fin en particulier, genre c'est vraiment secondaire hein, parce que voilà, il y a d'autres scènes qui sont plus majeures. Ça m'a foudroyée, j'étais waouh, les frissons quoi, l'adrénaline. J'ai très hâte de voir comment ça va être évolué dans le tome 2. Dans Prince Captif, ce que j'avais reproché c'était le manque de relations extérieures de la romance. Je trouvais que la romance ça prenait trop de place et que du coup les amitiés et tout c'était vraiment relié au plan secondaire, c'était pas du tout pertinent. Et du coup voir là une amitié un peu au centre au moins du tome 1, aussi importante, qui a autant de potentiel, genre j'étais juste trop contente, surtout avec des personnages aussi purs, enfin vraiment Violette, c'est la queen. Il y a eu aussi leur amitié avec Cypriane qui est un peu plus secondaire, mais que j'ai aussi adoré parce que c'était juste trop pur. Et voilà, du coup j'espère qu'ils vont pas trop souffrir par la suite. Et c'est marrant parce que du coup j'ai rencontré l'autrice et je lui ai dit ouais, j'ai adoré la relation entre Will et Violette parce que c'est rare de voir une amitié hétéro aussi centrale dans un young adulte. Elle m'a dit ouais parce que moi aussi, moi non plus j'aime pas trop les romances en vrai. J'étais en mode mais vous écrivez des romances? Mais bon en vrai ces romances elles sont plutôt bien faites, elles sont toujours tordues tu vois psychologiquement. Du coup en vrai ça m'étonne pas qu'elle m'ait dit ça, qu'elle accroche pas vraiment à la romance genre basique. En 5ème position, j'ai mis Neil et Wymack de la saga All for the Game. J'ai fait un vlog, enfin j'ai fait 2 vlogs entiers dessus si vous voulez aller voir. Neil est en fuite en fait parce qu'il fuit son père qui fait partie de la mafia, qui était super violent avec lui et du coup il le fuit, il change d'identité à chaque fois et tout. Wymack va venir le rencontrer et il va lui offrir une place dans son équipe de l'Exi qui est un sport spécialement inventé pour la saga. Wymack c'est du coup le coach, il recrute particulièrement des cas marginalisés par la société, il veut leur offrir une nouvelle chance, une chance que la société ne veut pas leur accorder. Vraiment la lumière ça me perturbe, hein, je suis vraiment désolée. J'ai adoré comment leur relation évoluait au fil des tomes. Au début la méfiance entre Neil et Wymack, enfin en tout cas de Neil à Wymack parce que Wymack il est ouvert, tu sens que malgré son côté encore une fois bourru, grincheux, il se soucie de Neil et il veut que Neil se sente chez lui au sein de l'équipe. Wymack il va pas le dire concrètement, il va surtout essayer de le montrer par exemple en respectant les limites, les barrières que Neil impose parce que il voit que Neil tu vois c'est quelqu'un qui est traumatisé, qui a encore un bagage psychologique énorme. Les premières interactions c'était dans la bienveillance, tu sentais que Neil en fait même s'il se méfiait de Wymack parce que Wymack en fait il a à peu près le même âge que son père et du coup Neil il a peur de tous les hommes qui ont le même âge que son père et Wymack il sent ça et du coup prend vraiment des précautions avec lui mais de façon naturelle, pas en le traitant vraiment comme un chiot en danger ou quoi mais vraiment comme un humain mais dans le respect et c'était fait de façon tellement naturelle et déjà là je suis en mode ok d'accord, j'espère que Neil il va réussir à se sentir de plus en plus en confiance, en sécurité avec Wymack. J'ai envie d'avoir un câlin entre eux deux, voilà. Neil progressivement il va apprendre à se reposer sur Wymack, à bénéficier de cette figure paternelle, de cette sollicitude parentale qui n'a jamais vraiment pu bénéficier par le passé. C'est tout nouveau pour lui, du coup il sait pas trop et genre c'est petit à petit qu'il se rend compte que Wymack il lui veut pas du mal et surtout que Wymack va pas le forcer non plus à se confier à lui, même s'il connaît pas le passé de Neil, il sera prêt à aider Neil, peu importe son passé parce qu'il sait que le Neil d'aujourd'hui c'est aussi le vrai Neil et que même si Neil c'est même pas son vrai prénom, Wymack est même
l'équipe en entier va faire ressurgir le vrai Neil, sa véritable identité, parce qu'il se comporte de façon tellement naturelle avec lui. Il commence à apprendre à le connaître, à lui faire baisser ses gardes, mais de façon très naturelle, par exemple en apprenant sa couleur préférée, ses petites habitudes, tu vois, des trucs qui sont banals, mais en fait ça forge l'identité de Neil et du coup ça le fait ressurgir et ça l'aide à s'ancrer dans la réalité, dans ce monde-là, au lieu de toujours fuir et de se sentir appartenir surtout à une communauté, limite à une famille quoi. Les scènes entre Neil et Waymak, pour moi c'est les plus importantes de la saga, c'est les plus retentissantes, les plus bouleversantes. C'est horrible parce que j'ai lu à la fin, alors c'est pas vraiment un spoil parce que c'est vraiment à la fin de la saga où t'avais l'autrice qui répondait à des questions et je crois qu'il y avait quelqu'un qui demandait à l'autrice est-ce que Neil il a déjà pleuré. L'autrice elle a dit oui, Neil il a déjà pleuré, la seule fois où il a pleuré c'était à la mort de Waymak. Et j'étais en mode pourquoi tu imagines des trucs comme ça, genre parce que dans la série Waymak voilà il est pas en danger, il est pas mort et tout, mais d'imaginer après quand Waymak il meurt, pour moi non il est immortel, genre il est immortel ce mec, c'est un immortel, c'est un dieu immortel qui va sauver encore d'autres enfants. Ça montre encore plus la puissance de la relation entre Neil et Waymak. Du coup on vend cette série comme une série MM, mais c'est pas ça, en fait c'est même pas ça du tout parce que la romance MM elle arrive au tome 3 tu vois, sur toute la trilogie, alors que cette relation là elle est tellement bien développée, tellement bien étirée. En fait cette saga elle est très mal écrite mais les relations elles sont complexes, elles sont bien développées, elles sont trop cool et ça me fait tellement chialer. En quatrième position, alors en vrai j'ai hésité de mettre Neil et Waymak en quatrième position, de base c'était en quatrième position. Mais avec du recul, je voulais mettre cette relation là en quatrième position parce que quand j'y ai repensé, j'avais le cœur et la gorge qui s'était gorgée d'émotions, qui se coinçait. Ah putain, wow, ma gorge elle se regorge. Il s'agit de, alors je me rappelle même pas des prénoms, de Maura et d'Arundel dans Calam de Paul Béorn. On est du point de vue de Maura, ils ont une relation assez particulière. D'Arundel c'est un peu comme une figure parentale. Maura c'est une jeune fille qui essaie de chercher l'approbation de D'Arundel, sauf que D'Arundel il est enfermé dans son monde, il est obnubilé par une seule chose, c'est un peu un mystère dans toute la duologie, ce qui l'anime vraiment. Maura elle essaie de percer sa carapace pour attirer son attention, pour avoir son approbation. C'était fait de façon haletante en quelque sorte et c'était fait de façon très réaliste en respectant la psychologie traumatisée, la psychologie torturée de D'Arundel face à Maura qui est une jeune, pleine d'énergie, qui a beaucoup d'espoir. C'est un contraste qui rendait leur dynamique assez intéressante. Les sentiments de D'Arundel, comme c'est quelqu'un qui est très renfermé, très réservé, très mystérieux, c'était très mystérieux, bah du coup oui c'était très mystérieux, enfin les sentiments étaient très mystérieux et du coup t'essaies de décortiquer par rapport à la subtilité de son attitude envers Maura, tu vois. En fait moi j'étais comme du côté de Maura et je voulais son approbation, enfin je voulais son approbation pour Maura et du coup tous les espoirs, toutes les déceptions de Maura envers D'Arundel, je les ressentais par moi-même et ça donnait un côté instinct dans lequel je me sentais tellement impliquée. La fin de Calam qui m'a bouleversée comme rarement une fin ne m'a bouleversée. L'amertume de cette fin-là m'a rappelé la fin dans La Ville sans vent et dans les deux cas j'ai été bouleversée par des sanglots comme pas possible parce que ça touchait à mes cordes sensibles. Ça fait évoluer des relations auxquelles je m'étais attachée de façon hyper poignante. J'étais en mode mais c'est tellement injuste, mais c'était tellement magnifique et tellement significatif et ça procure un charme en fait au récit. La preuve c'est que en fait c'est surtout la fin en fait qui a propulsé ce livre en top 4 parce que le dénouement de leur relation, les dernières scènes, la dernière scène elle est incroyable, elle est voilà. Au cas où, si Paul Béorn vous passez par là, vous m'avez achevé avec cette fin, c'était très magnifique. C'était le genre de fin qui... Voilà, oh là je commence à repleurer. Ouais, vraiment, il mérite d'être en quatrième position. Allez, le top 3. Et quel top 3? En troisième position, je voulais mettre alors une relation auquel je m'attendais absolument pas parce que personne n'en parle quand il parle de ce roman-là. C'est dans Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Bon, je pense que vous connaissez tous. C'est pas entre Nathaniel et Elizabeth, même si voilà, la romance objectivement
elle est cool, c'est juste que moi la romance, enfin bon voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas trop mon truc. Mais c'est la relation entre Nathaniel et Silas. Alors là c'est Silas, pour ceux qui vous le connaissez pas, en gros c'est un démon de je sais pas combien d'années qui prend en général l'apparence d'un serviteur, magnifique, hyper beau apparemment, aussi d'un chat, voilà, bref c'est pour ça que là elle est en chat. Comment expliquer? Alors en fait en gros Silas c'est un démon de je sais pas combien d'années qui est au service de la famille de Nathaniel. Il a fait un pacte avec Nathaniel, en gros il est son serviteur et en échange Nathaniel doit lui donner des années de sa vie. C'est un pacte assez lourd. Avoir cette base là pour la relation, ça fait poser beaucoup de questions. Par exemple, est-ce que l'amitié que Nathaniel a envers Silas, parce que Nathaniel il traite pas Silas vraiment comme son serviteur mais surtout comme son confident, comme son ami, tu vois, est-ce que son amitié est vraiment réciproque? Parce que est-ce que Silas en gros genre il est au service de Nathaniel parce qu'il l'aime bien, il a développé des sentiments, ou alors parce qu'il est obligé parce que ils ont passé ce pacte et que ça le profite à Silas quoi, parce qu'il va avoir des années de la vie de Nathaniel. Silas c'est quelqu'un qui est très secret, il garde beaucoup son sang-froid, on sait pas trop à quoi s'attendre avec lui, il semble assez froid par moments mais en même temps il s'occupe bien de Nathaniel, il a une compassion, il a développé une empathie envers l'être humain, mais tu te dis est-ce que son empathie ça va surpasser sa nature de démon, tu vois, le fait qu'il est fin, que son but premier dans sa life, ou alors dans sa mort, je sais pas trop, c'est de bouffer la vie des humains. Il y a tout ce questionnement qui le rend très mystérieux, très complexe, et je trouvais que Margaret Rogerson elle arrivait vraiment à exploiter tout ça, à exploiter sa complexité pour donner lieu à des scènes qui m'ont tenu en haleine, où je savais pas à quoi m'attendre, où j'étais en mode oula ok d'accord Silas qui es-tu. C'était imprévisible, c'était surprenant, c'était angoissant, il y avait des moments attendrissants, émouvants, surprenants. J'ai déjà dit surprenant ou pas, je sais plus trop. Nathaniel comment il se conduisait de façon très familière avec Silas, tu sentais du coup vraiment cette complicité naturelle, ça montre de façon maladroite, de façon un peu puérile, naïve, très pure, comment en fait il fait de son mieux pour s'adapter à la société humaine. Ça a vraiment été un énorme coup de cœur de 2022, ça a été genre mon crush et tout, l'amour de ma vie en 2022. J'en ai jamais entendu parler de Silas avant de commencer Sorcerer of Sand, c'est vraiment un bijou caché. Pour moi c'était le héros limite de Sorcerer of Sand. Les moments avec Silas et tout, c'est les moments les plus intenses, les plus émouvants de Sorcerer of Sand. Pour moi je suis désolée mais quand tu dis ça, quand tu dis la fin, t'es en mode mais c'est Silas le héros quoi, c'est le héros caché, c'est ça qui est trop cool parce qu'il y avait ce côté surprenant aussi, je m'attendais pas d'avoir un aussi gros coup de cœur. Et même Silas et Elisabeth et l'héroïne, parce que Elisabeth du coup elle va apprendre à surpasser sa vision manichéenne des choses. En dehors de la romance, il y a aussi leur amitié avec Silas qui est super importante et qui est même plus développée, plus mise en nuance que la romance en elle-même. Je trouve du coup elle était encore plus importante que la romance en elle-même, je trouve, et ça c'est rare encore une fois dans les romans que l'amitié soit plus mise en avant que la romance. Du coup merci Silas. J'ai hésité à lequel passer en premier et tout, mais bon, fallait faire un choix. J'ai mis en deuxième position les relations de Jude, qui est le héros dans Une vie comme les autres d'Aya Nakamura. Du coup ouais, là je triche un peu parce que je passe plusieurs relations. Une vie comme les autres, c'est une toile de relations hyper bien développée, hyper attendrissante, hyper riche, hyper nuancée, hyper complexe, hyper émouvante, bouleversante, très humaine. Le thème principal c'est l'amitié, notamment l'amitié entre les jeunes hommes, parce qu'on suit un groupe, une bande de 4 amis. De là se posent plusieurs questions, déjà d'un point de vue personnel parce que tu peux te reconnaître dans les personnages parce que tu les rencontres quand ils ont une vingtaine d'années, du coup dans leurs questionnements, leurs incertitudes, leurs sentiments l'un envers l'autre. Et il y avait plusieurs facettes de l'amitié en elle-même qui étaient développées, dans lesquelles je me suis énormément reconnue, notamment avec Jude qui est quelqu'un de très réservé, qui a été traumatisé et qui ne veut pas forcément se confier parce qu'il a peur que ses amis le voient plus comme avant, tu vois, le prennent en pitié. Du coup ses amis sentent que Jude voilà est très secret, et on voit comment ils essayent de s'adapter à lui, comment ils essayent de l'aider dans les moments où ils voient que Jude a besoin d'aide. Tu peux te reconnaître soit dans Jude qui a du mal à se confier et tout, et aussi dans les amis qui voient Sam et qui essaient d'aider Jude, sauf que Jude comme il se confie pas, du coup il ne demande pas de l'aide. Du coup comment tu peux l'aider sans empiéter sur sa propre volonté à lui. C'est des questionnements qui étaient très humains, dans lesquels je me suis énormément reconnue, pour lesquels j'ai énormément pleuré. Il y avait des moments hyper attendrissants où t'avais ses amis qui lui prodiguaient un soutien, mais hyper naturel, mais de façon implicite et pas lourd. Aussi j'ai adoré Jude parce qu'il est très doux envers ses amis, il a des paroles, tu sens à quel point il est reconnaissant envers ses amis. Tu vois leur amitié, comment elle évolue au fur et à mesure des années jusqu'à leur cinquantaine d'années. Il y a aussi un côté plus angsty, notamment entre Jude et un autre personnage. Ça montre le côté plus toxique,
peut-être de l'amitié, le côté un peu plus compliqué. Il y a de l'envie, il y a de la jalousie, il y a du désarroi, mais en même temps il y a encore cet amour. C'était violent, j'ai trouvé ça tellement humain et j'ai pas pu m'empêcher de m'attacher aux personnages qui sont imparfaits, tu vois, qui montrent pas forcément une vision de l'amitié correcte. Ça a fait écho à moi. Alors je dirais pas que je suis aussi toxique que la personne en elle-même, mais je l'ai compris. Entre les moments, les sentiments décrits, la nuance des sentiments de leur relation, l'évolution, les déclarations d'amour en amitié, j'ai pas les mots, c'est... Bref, incroyable. Je voulais aussi parler de la relation familiale entre Jude et Harold. Harold qui est comme un père adoptif pour Jude parce que Jude du coup il est orphelin. Il a développé une méfiance envers les adultes parce que quand il était enfant il a subi toutes les pires atrocités qu'un humain peut faire endurer un enfant. Au début quand il se rapproche de Harold, d'abord Harold c'est son prof, tu vois, genre il se méfie énormément et ça fait énormément du mal parce que t'as aussi des chapitres du point de vue de Harold et tu sens sa sollicitude envers Jude, mais tu sens cette barrière que Jude instaure parce que déjà il se dit ça se peut qu'il va me faire du mal, qu'il va me trahir comme les autres adultes, et aussi que chaque fois que j'ai quelque chose de bon, ce quelque chose de bon va m'échapper et du coup il a peur de repasser à cette déception là. Il y a des scènes tellement belle où Harold il montre son amour pour Jude et la fin, encore une fois la fin. Les scènes entre Jude et Harold c'est sûrement parmi mes scènes favorites, limite mes scènes favorites. Et enfin, la première place, pour finir sur une note beaucoup plus joyeuse. Des mois après, je repense à cette relation et je me dis, ouais, en fait, c'était évident que cette relation ne pouvait être que dans le top 1. C'est devenu mon goal dans la vie. C'est ce dont j'aspire. Voilà, vous aspirez à des romances et tout. Moi, j'aspire à cette amitié-là. Il s'agit de l'amitié entre Aled et Francis, qui est une amitié hétéro au centre de l'histoire de Radio Silence d'Abby Osman. Aled Last, c'est un personnage très secondaire dans Heartstopper. C'était genre, c'était vraiment l'un des meilleurs potes de Charlie. Bon, apparemment, il est plus maintenant pour X ou X raisons, enfin bref voilà, ils sont séparés quoi. Et c'est pas grave parce que dedans Aled a trouvé son platonic soulmate par excellence qui est Francis. C'est l'amitié d'introverti par excellence. Du coup voilà, si vous êtes introverti, je pense que cette histoire peut vous faire beaucoup de bien. Francis, c'est une fille qui vise l'excellence scolaire. Comme elle a toujours des bonnes notes, elle se dit que pour répondre aux attentes de la société, elle se doit d'accéder à une université prestigieuse et elle remet jamais vraiment ça en question. Elle va rencontrer Aled qui lui il est très réservé, qui est très effacé, et un jour elle découvre quelque chose par rapport à Aled qui fait un lien avec elle, avec une part d'elle assez cachée. À partir de ce point commun entre eux va se nouer une amitié, une relation fusionnelle, puissante, très pure, intense, fait de façon tellement juste et attendrissante. Leur amitié en fait montre que les introvertis c'est pas des gens asociaux ou trop timides pour se faire des potes ou quoi, c'est juste qu'une fois qu'ils ont la bonne personne avec qui ils peuvent être eux-mêmes, mais c'est bon en fait, c'est les gens les plus excentriques ever quoi. Vraiment c'est ce qui m'arrive quand je trouve les bonnes personnes et du coup je me suis énormément reconnue dedans. La relation entre Aled et Francis, il passe par toutes les émotions. En fait moi les drames, tu sais les dramas romantiques, angsty et tout, mais qu'est-ce que je m'en tape, en plus ça me fatigue. Mais en amitié ou en famille, là c'est en amitié, il y a même des trucs de famille, mais bref voilà on écarte ça. Mais en amitié entre Aled et Francis, il y avait des moments angsty, mais genre j'étais en larmes, j'étais sur la terrasse de l'hôtel, là il y avait des gens qui passaient pour prendre le petit déjeuner, moi j'étais en larmes et tout, c'était n'importe quoi. Ça montre qu'en fait ton soulmate, si vous croyez au soulmate, ça peut ne pas être forcément romantique. Tu peux trouver la bonne personne chez un ami. Et puis aussi ce que j'ai adoré c'est les câlins. Aled par exemple, il fait pas de pattes sur la tête de Francis, où ils se font des câlins, mais c'est des câlins, tu sens la solidité de leurs câlins, l'amour qu'ils transmettent l'un envers l'autre dans ces câlins là. J'ai envie d'avoir ce genre de câlin là, alors que moi en vrai les câlins c'est pas trop mon truc, mais là j'étais ça me faisait trop rêver, genre j'étais mais ils sont juste trop mignons. Tu passes par tellement toutes les émotions et la façon dont ils se soutiennent l'un envers l'autre, où ils arrivent à exploiter, à faire ressortir mutuellement leur propre mine d'or pour être eux-mêmes, pour avoir confiance en eux, pour trouver leur propre chemin dans cette société qui semble les marginaliser, dans lesquelles ils se sentent pas forcément à l'aise parce que la société déjà a beaucoup de préjugés sur les introvertis, mais aussi ils placent des attentes selon tes prouesses scolaires et tout, tu vois, genre sur des critères assez superficiels qui sont pas en résonance avec ta véritable identité, tes véritables aspirations, ta véritable richesse intérieure. Tout ça rend leur amitié tellement solide et vraiment beau, et c'était juste trop beau. Voilà, c'était mon
top de mes relations préférées qui m'ont fait vibrer, qui m'ont bouleversée, qui ont illuminé mon année 2022 d'émotions tellement intenses. Merci, 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 merci si vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous avez ce genre de relation assez particulière, plutôt centrée sur la famille, l'amitié, à me conseiller, franchement n'hésitez surtout pas parce que je suis à la recherche de ce genre de perles. C'est vraiment ça en fait qui peut déterminer leur présence dans mon top de mes lectures 2023. D'ailleurs si vous avez regardé les deux vidéos, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de romans de ces relations là que j'ai cités dans cette vidéo là qui se retrouvent dans mon top de lecture 2022, c'était pas pour rien. Voilà, du coup ça m'intéresserait énormément si vous avez genre ce genre de petites pépites au niveau des relations. À bientôt peut-être, j'espère, je sais pas. Salut.